Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Lestat JDR, chaîne sur laquelle on pense le jeu de rôle pour vivre ou faire vivre des expériences personnelles et viscérales. Ceci est la première capsule de l'année 2026 et je trouvais donc à propos de vous parler des débuts de session et en particulier des briefings. C'est un concept dont on entend assez peu parler. On lui préfère le concept du débrief qui intervient donc à la fin de la session. D'ailleurs, il y a de nombreux débats. Est-ce que c'est utile? Est-ce qu'il faut un débrief? Est-ce que ça peut pas vexer les joueurs? J'en ai parlé longuement sur cette chaîne. Mais il y a une chose qui est certaine et qui n'est pas sujet à débat à mon avis, c'est que le débrief, ça ne sert strictement à rien à la session qui vient d'être jouée. Parce que par définition, ça se passe après. Et c'est dommage parce que le briefing, moi je l'utilise énormément pour préparer mes tables au one-shot qui s'apprête à être joué, et je pense que ça peut vraiment préparer les joueurs pour qu'ils apprécient encore plus la session qui va suivre et pour les rendre aussi plus à l'aise dans la proposition qu'on va jouer en leur permettant, leur donnant des idées sur les manières dont ils pourraient agir sur la fiction, pour reprendre un terme cher aux PBTistes. Vous voyez que ça m'arrive de temps en temps. Donc moi, je vais vous parler du type de débrief que je propose, je vais vous donner des exemples, mais majoritairement, dans les débriefs, je communique sur 3 aspects. Je dis aux joueurs ce qu'ils sont en droit d'attendre de la session, quel style de jeu, quelle thématique on va aborder. Je ne me prive pas également pour leur dire ce que j'attends d'eux en tant que joueur. Alors, c'est pas vraiment, je vais vous juger, c'est un examen, c'est pas ça, c'est quel est votre rôle en tant que joueur dans cette partie de jeu de rôle, et je vais même parfois jusqu'à leur parler de la structure même de mon scénario, sans rien révéler bien sûr de l'intrigue, de la toile de fond, ou sans les guider sur le moindre choix qu'ils auront effectué. Ça n'a rien à voir avec ça, on parle surtout ici de forme. Et avant de rentrer dans le détail, je vous propose une analogie pour que vous compreniez vraiment à quoi je fais référence. Parfois, je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, sans doute, il y a un verre sur la table, vous êtes servi un jus, vous pensez que c'est du jus de pomme, et quand vous buvez, c'est pas du jus de pomme, c'est du jus de raisin. Normalement, vous adorez le jus de raisin, mais comme vous vous attendiez au jus de pomme, eh ben, il a un très mauvais goût, parce que c'est du jus de raisin, et donc vous n'aimez pas, parce que vous n'étiez pas préparé à boire du jus de raisin. Ben, c'est un peu le même principe ici, peu ou prou, et donc voilà, je pense que c'était une analogie assez utile, c'est exactement le rôle du briefing, c'est de préparer suffisamment vos joueurs pour qu'ils soient parfaitement à même de recevoir cette proposition et de s'intégrer à l'intérieur. Donc je vais commencer par ce que je communique dans ce que chacun est en droit d'attendre de cette session. Et je vais donner des exemples. Donc je vais leur dire ce que c'est comme genre de scénario, est-ce que c'est de l'enquête, est-ce que c'est de l'horreur, cette horreur de quel type elle est qu'elle va être immédiate, est-ce qu'elle va être plus progressive. Et je vais d'ailleurs vous donner un exemple. Mon scénario, Le Bateau Blanc, je leur dis que c'est un scénario d'enquête et à horreur progressive, à rythme lent, sur fond de drame familial. Quand je dis ça, je n'ai absolument rien dit de l'intrigue. Vous ne savez rien. Je n'ai rien spoilé. Je ne les ai pas invités à faire des choix particuliers. Mais ils savent à quoi s'attendre, ils vont se mettre dans les dispositions pour ça. Et ça peut servir parce que si je ne leur avais pas dit, par exemple, que c'était une horreur progressive, donc qui arrive doucement, j'avais juste dit c'est un scénario d'horreur. Qu'est-ce qui peut se passer si au bout de 30 minutes, 40 minutes, 45 minutes, 1 heure, que sais-je, l'horreur n'est toujours pas là? Si je leur ai pas dit que c'était progressif, il y a certains joueurs qui peuvent se dire, mais en fait, où est l'horreur? Ils peuvent être déçus au bout d'une heure. Ils peuvent se dire, ah, c'est un peu décevant, il n'y a pas l'horreur. Ou alors ils peuvent se dire, si j'ai pas encore vu l'horreur, c'est qu'on est trop lent. On n'a pas su avancer, il y a quelque chose qu'on loupe. Qu'ils aient raison ou pas de se poser des questions, ils peuvent potentiellement commencer à se les poser. Et ça va les sortir de l'immersion, ça va créer une forme de dissonance. Alors que s'ils savent que c'est une horreur progressive, ça ne va pas leur sembler anormal de ne pas la voir tout de suite. Donc ils ne vont pas être parasités par ce type de questionnement et ils vont continuer à apprécier. Ça, c'est pour le côté un petit peu réception passive. Même chose, si c'est un drame familial, je vais aller un peu plus loin dans la définition de la proposition, ils incarnent une fratrie, ça je peux vous le dire, c'est ce que je dis en plein dans le briefing, et je peux leur dire, comme c'est un drame familial, n'hésitez pas, là c'est une invitation pour les joueurs, c'est justement qu'est-ce qu'on attend d'eux, n'hésitez pas à profiter du fait que c'est un rythme lent pour jouer le RP de ce drame familial, vous parlez entre vous, et justement vous positionner par rapport à ce drame-là, à cette situation, et à discuter entre vous de ce sujet-là. Je ne leur dis pas du tout comment ils doivent traiter ce tragique ou ce drame familial, mais ils y sont à l'écoute, ils savent qu'ils vont pouvoir agir là-dessus, que c'est un élément qui vaut le coup d'être joué, qui fait partie des thématiques, et ils ne vont pas se sentir coupables de passer du temps à faire ce roleplay. Ils ne vont pas se dire qu'on doit absolument avancer, puisque je leur ai dit que c'était un rythme lent. Donc tout ce qu'ils vont faire par rapport à ça ne va pas être en dissonance par rapport à la proposition, ils ne vont pas se brider. Et
Pour d'autres, ça va même pas être une question de se dire qu'ils ne se brideront pas, ça va être de leur donner des idées du fait qu'ils peuvent aussi jouer le drame familial. Si on ne leur avait pas dit, même si la situation est un drame familial, peut-être n'auraient-ils pas eu l'idée eux-mêmes d'être proactifs dans le fait de jouer ce drame-là. Tout récemment, en réalité aujourd'hui, j'ai eu un débrief cette fois, d'un MJ qui a voulu jouer mon scénario Comet, donc un autre scénario, et il m'a dit honnêtement, ça s'est pas très bien passé, parce que je m'attendais à ce que mes joueurs jouent comme les tiens ont joué dans ton actuel play, qu'ils soient très dans le roleplay, qu'ils parlent des pensées de leurs personnages en introspection, etc. Et ça n'a pas été le cas. Bon, à sa décharge, c'était des joueurs débutants, donc forcément c'est plus compliqué pour des joueurs débutants, ils n'y pensent pas forcément. Eh bien, un briefing aurait pu pallier en partie cela. Je ne dis pas que c'était la solution miracle, hein, peut-être que les situations étaient trop compliquées, mais dans un briefing, on aurait pu leur dire, eh bien, c'est un scénario émotionnel, et ce qui se passe dans la tête de vos personnages ou dans le cœur de vos personnages est tout aussi important que l'action. Donc n'hésitez pas, pendant le jeu, à nous dire, à partager ce que ressent votre personnage, ce qu'il pense de la situation, et donc qu'on vienne avec vous dans la tête de votre personnage. N'hésitez pas aussi de réagir entre vous sur ce qui se passe, ça fait partie de la proposition. Le scénario laisse de l'espace pour ce type de jeu-là. Et bien encore une fois, ça permet d'éveiller les joueurs à la proposition sans rien leur dire de la nature de l'intrigue ou de la toile de fond, on ne spoil rien, on n'est pas dirigiste sur les choix ou les décisions qu'ils peuvent prendre, rien à voir, mais ça les rend vigilants à ce type de jeu, et peut-être que ça va les stimuler plus pour justement être proactifs, parce qu'ils vont avoir la sensation qu'ils embrassent la proposition lorsqu'ils vont prendre ces initiatives d'expliquer ce qui se passe dans la tête ou le cœur de leur personnage. Vous voyez, c'est vraiment quelque chose qui va propulser, pour reprendre ce terme-là, les actions des joueurs dans le sens de la proposition. Ils vont d'ailleurs s'y sentir plus à l'aise. Et quand on est plus à l'aise, on a tendance à plus profiter de la partie de jeu de rôle. Je vous donne un autre exemple. J'ai un autre scénario qui s'appelle Le Cri du Léviathan, qui se passe sur un bateau. Et bien, dans le briefing, je leur explique que donc ça se passe sur un bateau, qu'il y a un équipage avec de nombreux PNJ, et que dans le scénario, il y aura ce que j'appelle moi des phases d'équipage, c'est-à-dire où l'intrigue n'avance pas, il n'y a pas de défis qui surgissent. Et je leur dis, dans ces phases d'équipage, n'hésitez pas à être proactif, allez au contact des PNJ qui vous intéressent, parlez-leur de certaines choses, initiez la discussion. C'est des éléments importants pour consolider l'équipage. Je leur dis que bien évidemment, certains des PNJ vont venir spontanément leur parler, mais que eux peuvent le faire, peuvent se parler aussi entre eux en tant que personnage joueur. Et je leur dis aussi que dans ce scénario-là, il n'y a pas un groupe de PJ au sens strict. Il n'est pas plus important qu'un autre groupe. Le groupe, c'est l'équipage. Donc PNJ, PJ, c'est la même chose. Les PJ ne sont pas au-dessus des PNJ. Il n'y a pas vraiment un groupe au sens strict. Le groupe, c'est l'équipage. Vous voyez, si on ne le dit pas, ça ne s'invente pas. Ils peuvent très bien partir du principe que le groupe de PJ, il est de nature plus resserré que le reste de l'équipage par définition parce que c'est des PJ. Ils pourraient partir de ce principe-là. Eh bien, je les détrompe tout de suite dans le briefing et je leur dis que lorsqu'il y a ces phases d'équipage, ils peuvent être proactifs dans le fait d'aller parler au PNJ alors même qu'il ne se passe rien concrètement dans l'intrigue au sens strict. Ça va les amener à y penser et peut-être à prendre des initiatives. En plus, il est évident qu'au cours de la narration, pour maintenir l'immersion, je ne ferai pas référence à ces phases d'équipage avec ce terme-là. Ceci est une phase d'équipage. Bien sûr que non. Mais le fait que je l'ai mentionné dans le briefing va les aider à reconnaître ce genre de phase, alors même que je ne les aurais pas nommées comme telles, parce que ça va être dans la fluidité de la narration. Ils vont reconnaître cet instant un petit peu de flottement où ils peuvent parler aux membres de l'équipage. Ça va les amener à plus faire ce qui est attendu, entre guillemets, d'eux, dans la manière de jouer, pas dans les choix qu'ils vont faire au sens strict. Je fais bien la différence entre ces deux choses-là. Donc voilà pour les attentes. Je pourrais donner d'autres exemples, mais on ne va pas le faire éternellement non plus. Maintenant, on va passer à la suite. Et donc, on va passer aux structures des scénarios. Et vous allez comprendre que ça peut être utile. Pas systématiquement, pas aussi fréquemment que le reste, mais moi, je le fais régulièrement quand même. Parler de la structure globale du scénario. Et pour cela, je vais vous donner 2 exemples encore une fois. On va rester sur le cri du Léviathan. Eh bien, je leur communique souvent en briefing que le cri du Léviathan, ils sont sur un bateau, il y a une destination, un objectif qui est tel quel. Je pars du principe que c'est celui-là pour l'équipage. Et la structure globale est assez linéaire. Il y a des événements qui vont se produire quoi qu'il arrive. Là, je leur dis, oui, donc il y a des choses que vous n'empêcherez pas. Dirigisme.
Donc ça va arriver. Pour autant, ça va un peu rythmer de très gros blocs narratifs à l'intérieur desquels, là en revanche, c'est très libre. Et par ailleurs, le Cri du Léviathan est un de mes scénarios pour lesquels le déroulement est le plus différent d'une table à l'autre. Comme quoi, alors même que les piliers sont linéaires, ils interviennent dans un ordre défini, mais entre ces piliers, il y a tellement de liberté qu'après ça peut changer énormément de choses, et lorsque arrivent les autres événements, eh bien la situation a été influencée par ce qui a été joué précédemment. Ça les aide à voir dans quelle direction ça va, à comprendre la structure. Encore une fois, je n'ai rien dit sur la nature des événements, sur la toile de fond, sur ce qui peut se passer, ils ne savent rien du tout. Mais ça permet d'éviter qu'il y ait une dissonance à un moment s'ils ne comprennent pas la structure. Et ça les prépare tout simplement à savoir ce qu'ils vont jouer pour ne prendre aucun risque qu'ils se disent tiens, c'est pas un goût de jus de pomme, pour reparler de l'analogie. Plus concret peut-être, comme second exemple, j'ai un autre scénario, cette fois je le nommerai pas, je ne sais pas pourquoi, mais je ne vais pas le nommer, un autre de mes scénarios, où j'explique que là, il a une structure un peu en entonnoir, un peu comme sur mes campagnes, en réalité. C'est-à-dire que ça commence de manière très resserrée, de manière très guidée, dirigiste, diraient certains, mais plus guidée que dirigiste, où je vais les accompagner petit à petit, ils vont jouer, ça va les aider à s'immiscer dans la peau de leur personnage. Tout ça, je leur explique. Ça sert vraiment à ça. Il n'y a pas 40 000 choix sur cette phase au début. Le but est de vous familiariser avec la situation de votre personnage, ce qu'il a vécu. Et puis après, vous allez voir, il y a un objectif clair qui va émerger pour le groupe. Et donc, je vous accompagne. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de choix, qu'ils n'agissent pas, qu'on soit clair, il y a quand même, ils vont prendre des décisions. Mais c'est guidé, c'est très accompagné. Mais ça va s'ouvrir de plus en plus à mesure que les choses vont se passer ou qu'ils vont apprendre différentes informations. Jusqu'à un moment où, et là je leur dis, l'amoncellement des découvertes ou de ce qui va se passer peut complètement changer l'objectif initial que je leur avais, entre guillemets, imposé au départ. Et là, les choses vont s'ouvrir complètement, et en réalité, je n'ai pas de fin à ce scénario-là. Parce que ça peut prendre tellement de tournures différentes, ça s'ouvre complètement, d'où la structure en entonnoir. Pourquoi je leur explique? Et vous allez voir pourquoi là, le briefing, il est important. Si je ne leur dis pas, et qu'ils voient cette longue partie accompagnée, ils peuvent se dire, mais est-ce que ça va être comme ça tout du long? J'aime bien, mais j'ai pas 40 000 choix non plus, j'ai pas une liberté incroyable. Mince, quand est-ce que tout ça va s'ouvrir? Est-ce que ça va s'ouvrir en réalité? Ils peuvent se poser cette question. Si je leur ai dit en amont, ils ne s'en inquiéteront pas, car ils savent que ça va arriver à un moment. Peut-être même qu'ils vont avoir une anticipation. Ah, comment ça va se passer? Qu'est-ce qui va émerger qui pourrait changer les objectifs potentiellement? Ils vont être intéressés, plutôt que de se poser la question, mince, est-ce que ça va être comme ça tout le temps? Premier élément. Ensuite, lorsque ça s'ouvre et que eux ils commencent à se dire mais en fait moi l'objectif initial c'est plus trop ma priorité. Le fait que je leur ai dit que ça c'était anticipé, je l'avais anticipé, peut encore une fois les déculpabiliser dans le fait de renier complètement l'objectif. Si je ne leur ai pas dit, peut-être qu'ils vont se dire ouais mais là j'ai plus trop envie de faire l'objectif, mais peut-être que le MJ il s'attend encore à ce que je suive l'objectif et ils vont se poser la question et peut-être même se brider. Alors que si dans le briefing, j'ai expliqué que non, c'est totalement attendu que ça puisse se passer de cette manière, ou qu'ils puissent, ou non, avoir envie de complètement changer l'objectif, eh bien, ils vont se dire, oh non, mais c'était totalement attendu par le maître du jeu, ça fait partie de la proposition globale, je suis donc libre de faire ce que je veux. Ils vont avoir conscience que cette liberté, entre guillemets, elle est anticipée, même s'il y a un changement radical par rapport à la manière dont est construit le scénario. Et vous voyez, c'est le genre de situation au cours desquelles il est intéressant de parler de la manière dont est construit le scénario. Je vais vous donner un autre exemple tant qu'on y est. J'ai un autre de mes scénarios où il y a de l'enquête-action, et je leur dis que oui, il y a de l'enquête, et que cette enquête, elle est complexe, mais qu'elle peut se résoudre de plein de manières différentes. Il y a plusieurs parcours possibles, ils ne sont pas limités à une linéarité. Ça, c'est intéressant qu'ils le sachent parce que, admettons qu'ils sont en train d'inspecter un lieu ou d'interroger des gens ou d'explorer une scène de crime ou peu importe, et qu'ils trouvent une piste qui les mènerait ailleurs. Ben, certains joueurs, si je ne leur ai pas fait le briefing, pourraient se dire, bon, ben, on a trouvé quelque chose qui nous mène ailleurs, bon, ben, on va y aller, en fait, on y va tout de suite. Ils vont pas forcément chercher plus. Alors que si je leur ai dit, non, mais il y a plusieurs manières d'y aller, il y aura peut-être plusieurs pistes, peut-être vont-ils continuer à chercher pour se dire, mais peut-être d'autres pistes que celle-ci, on va continuer à explorer, voir s'il n'y en a pas d'autres. Et donc, ils vont aller chercher tout ça, ils auront donc plus de choix possibles parce qu'ils savent
que j'ai prévu ces choix possibles, ils vont plus s'intéresser en profondeur grâce à ça. Encore une fois, certains instinctivement feront ces choses sans besoin du briefing, mais c'est un amoncellement de plusieurs choses et dans le briefing, ça sert justement à appuyer sur ces points essentiels qui font la particularité d'une proposition ou d'un scénario. Et allez, dernier exemple, là c'est plus pour le coup des directives peut-être dans un briefing. Moi, il m'arrive très souvent de leur dire, pour un one-shot, que je ne veux pas que le groupe se sépare. Quand je dis ça, ça ne veut pas dire que dans un même lieu, ils ne peuvent pas aller dans des pièces différentes. Hein. Mais je leur dis souvent, bah non, je ne veux pas qu'il y en ait un qui aille dans le quartier 9 et les autres dans le quartier 1. Et je leur explique qu'il n'y a aucune raison liée à l'intrigue pour laquelle je leur donne cette consigne, que c'est qu'une raison purement pratique. On est dans un one-shot où le temps est limité et je veux que tout le monde profite du jeu ensemble et que chacun puisse profiter de tout ce qui va se passer. C'est une raison purement pratico-pratique. J'avoue que c'est une règle que je partage souvent en briefing. Eh bien, il y a un de mes scénarios pour lesquels je fais un briefing pour expliquer que, au début, c'est toujours cette même règle, mais qu'il est possible qu'à un moment, quand les objectifs justement changent éventuellement ou peuvent changer, eh bien des séparations peuvent intervenir. Ce n'est pas du tout une obligation, mais si ça arrive, là, chers joueurs, ne vous bridez pas par rapport à la règle que je donne habituellement. Là, vous pouvez, ça fait partie de la proposition que ces séparations puissent intervenir. Et là, je le dis. Et si je ne le dis pas, des joueurs pourraient se brider et ne pas vouloir se séparer parce qu'habituellement, je donne telle consigne. Alors là, ça m'est propre, c'est plus individuel, j'en ai bien conscience, mais vous voyez pourquoi il peut être intéressant de faire des briefings, même lorsque c'est un groupe de joueurs réguliers, en particulier lorsque c'est un groupe de joueurs réguliers, s'il y a des petits changements, il faut qu'ils soient au courant. Et puis, dernier intérêt du briefing. Et alors là, c'est un peu, je prends un peu le contre-pied de tout ce que je viens de vous dire, parce qu'on n'est plus vraiment dans la préparation honnête du joueur à ce qui va suivre. De temps en temps, dans un briefing, je dis quelque chose qui n'est pas tout à fait vrai. Je mets l'accent sur un élément de la proposition sur lequel on va vraiment appuyer, ou je le dis de manière nonchalante, comme si c'était pas grand-chose, mais ça reste dans un coin de la tête du joueur. Et en réalité, c'est pour qu'il se concentre sur cet aspect et ne voit pas forcément un autre qui, lorsqu'il va intervenir, les surprendra. Ce n'est pas une manipulation pour qu'il se plante dans le scénar, ça n'a rien à voir. Au contraire, en général, c'est pour magnifier quelque chose qui va intervenir pour qu'il soit encore plus voyant lorsqu'il intervient. Et j'aime bien ponctuellement intégrer quelques petits éléments pas de manipulation, mais de poudre aux yeux dans mon briefing, mélangé à tous les éléments absolument véritables du briefing. Et je pense d'ailleurs que cet élément de manipulation dans le briefing, en réalité, sert l'objectif principal du briefing que je mentionnais initialement, à savoir améliorer le plaisir du joueur, parce que justement, l'effet ne sera que plus important et donc le plaisir du jeu supérieur pour les joueurs qui auront bénéficié de ce briefing. En conclusion donc, arrêtez de vous poser peut-être des questions sur les débriefs et essayez de vous concentrer sur un petit briefing de 10-15 minutes maximum. Il ne faut pas trop en faire non plus. L'objectif est de sélectionner ce dont vous allez parler dans le briefing et de ne pas faire une dissertation. Mais ça peut vraiment vous aider en partageant donc les sujets principaux du scénario qu'ils vont jouer. N'hésitez pas à dire ce que vous attendez des joueurs ou sur quel plan de jeu ils vont pouvoir agir et pour lesquels vous allez laisser de l'espace de jeu. Ça va leur donner en plus des idées pour susciter des prises d'initiative. De temps en temps, parlez-leur de la structure de votre scénario pour qu'ils ne soient pas surpris, qu'ils ne créent pas de dissonance et qu'ils soient le plus à même d'être à l'aise dans cette situation. Et un joueur à l'aise est un joueur qui prend des initiatives et qui prend du plaisir. Et je pense que vous verrez que ça peut rehausser un peu le plaisir de jeu autour de la table et ça peut même faire partie intégrante en réalité de votre proposition et de votre scénario que de proposer un briefing, surtout si vous en profitez pour manipuler un petit peu vos joueurs. C'est un péché mignon que vous pouvez vous permettre parfois. Voilà, j'espère que ça vous sera utile, que ça vous aura inspiré. Si c'est le cas, eh bien, un petit pouce bleu. N'hésitez pas à vous abonner, bien entendu. Venez poursuivre la discussion sur le Discord pour cette année 2026, où vous accueillera avec grand plaisir. Et je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Salut à tous.